viens d'une famille de bouchers et c'est même pire que ça, je viens d'une famille de chasseurs. D'un côté, je dis partout que je suis un amoureux des animaux, un amoureux de la nature. Et à côté de ça, je mets un steak ou un filet de poulet dans mon assiette à chaque repas. Comment t'es tombé dans l'alimentation végane? Donc j'ai écrit plusieurs e-books de recettes. Et à chaque fois une intro qui parle de pourquoi manger sans gluten, pourquoi il y a des gens qui sont allergiques, intolérants, etc. Mon invité du jour a suivi des études qui n'ont aucun rapport avec ce qu'il fait aujourd'hui. Il est diplômé en génie civil. En 2019, il part en Colombie pour poursuivre ses études, où il découvre l'alimentation végétale, une notion totalement nouvelle pour lui qui est issue d'une famille de bouchers. Il se lance alors un défi, ne plus manger de viande pendant 2 semaines, et les effets sur sa santé sont quasi immédiats, il va nous raconter. Convaincu, il suit une formation spécialisée en alimentation végétale. Il lance alors même un business de pâtisserie française à domicile à Medellín, en Colombie, nommé la Pequeña Francia, qui gagne rapidement en popularité sur les réseaux sociaux. Vous apprécierez mon accent espagnol. Il se met également à créer du contenu en partageant des recettes végétales faciles à sa communauté, sa communauté se développe vraiment très très fort. Aujourd'hui, il compte 291 000 abonnés sur TikTok, 304 000 sur Facebook et 658 000 sur Instagram. Mon invité du jour est Thomas Lefleur, plus connu sous le nom de Chef Tommy. Salut Thomas. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, très bien, merci. Merci de me recevoir. Alors, t'as quand même lancé une pâtisserie française à Medellín. Donc moi, tu me dis pâtisserie, à un moment donné, il y a de la farine. Tu me dis Medellín, je pense à des substances illégales. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est vrai. Bon, on va revenir un peu en arrière. Déjà, le jour où j'ai dit parce que j'ai fait, du coup, comme tu l'as dit, une école d'ingénieur en génie civil. J'ai fait ça en alternance et le jour où j'ai dit à mon patron, écoute, je démissionne à la fin de mes 3 ans d'alternance et je m'en vais en Colombie, il a eu un petit peu la même réaction, tu vois. Et donc, je suis parti là-bas pour faire un master en business international. Et à côté de ça... En fait, j'ai commencé à faire des petites pâtisseries françaises, des crêpes et autres pour mes potes. Et pourquoi la Colombie? Parce que tu as fait tu es originaire d'Alsace, de Strasbourg, il me semble. Tu as fait la première partie de tes études à Strasbourg, Medellín. Déjà, tu as dû allumer un petit voyant au niveau des stupes, j'en sais rien. Non, mais raconte pourquoi. Alors déjà, en école d'ingé, on avait des missions humanitaires à l'étranger à faire, enfin des missions à l'étranger. Nous, on a choisi de faire de l'humanitaire avec 2 amis à moi et on est parti au Pérou. Donc, on avait fait Pérou, Brésil, Bolivie, où on a vraiment bossé, je te passe les détails, mais dans les favelas de Lima au Pérou, où c'était enfin vraiment, c'était hardcore. La première fois qu'on est arrivé là-bas, tu vois, on était les petits Européens, les petits Français, on arrive, on sort de l'aéroport et là on nous emmène dans la favela et là on s'est vraiment... C'était chaud. Ouais, c'était... En fait déjà, notre vol a atterri je crois à 4h du mat et la dame de l'assaut a dit je vous cherche pas avant 9h du mat parce que c'est trop craignos. Et là ils sont venus avec un petit taxi et je me souviens qu'on était tous les 3 scotchés à la fenêtre du taxi en train de regarder ça et on se disait waouh, c'est une zone de guerre. Et finalement, quoi en fait? C'était délabré, tout était délabré, t'as des chiens partout, c'est crade, tu sais, c'est très poussiéreux parce que là-bas, déjà tout le climat, les maisons elles sont pas finies, c'est que des briques, c'est vraiment, tout est, en fait t'as des barbelés partout, c'est comme si chaque maison était une prison finalement, t'as des barbelés, t'as des gros grillages en fer, tu vois, des portes qui sont pétées, tu vois, vraiment, c'est compliqué. Et donc, on est arrivé dans cette favela à Lima, au Pérou, et on a commencé, on ne parlait pas un mot d'espagnol, bien évidemment. Donc, on arrive, on dit « Bonjour, qui est-ce qui parle anglais ici ?» Tout le monde nous répond « Personne, il va falloir parler espagnol. » Donc, on se débrouille tant bien que mal, on apprend l'espagnol. Et puis, au fur et à mesure du temps, on bossait avec des femmes, on bossait sur chantier là-bas aussi, ils ont des femmes constructrices, donc des femmes qui bossent sur les chantiers. On bossait, il y avait un resto solidaire de l'assaut, on vendait des pâtisseries dans la rue, etc. Et je suis tombé vraiment un peu amoureux, on va dire, cette culture sud-américaine parce que ils ont vraiment un côté très chaleureux qui est exceptionnel. Et donc, on a fait ces 3 mois-là au Pérou. Et en revenant, je savais que il fallait que je finisse mon diplôme d'ingénieur, etc. Et j'avais toujours cette idée en tête de repartir en Amérique du Sud. Je rentre en France. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai plein de connaissances dans l'alimentation végétale, etc.
Et j'ai commencé à écrire des e-books parce que je me suis dit, ok, c'est un peu ce qui me passionne. J'ai jamais testé ça. Je vais tester de vendre des e-books en ligne parce qu'il n'y a pas toute cette partie logistique à gérer et autres. Finalement, des e-books, c'est assez cool parce que tu les écris une fois. Et voilà. Et donc, j'ai écrit plusieurs e-books de recettes. Ah, de recettes. Sur l'alimentation végétale. C'était à la base, en fait, ça touchait des sujets différents. Par exemple, il y en a un, c'est vegan et sans gluten. Donc, en fait, il y a à chaque fois une intro qui parle de pourquoi manger sans gluten, pourquoi il y a des gens qui sont allergiques, intolérants, etc. Il y en avait un, c'est vegan et fit. Donc, pareil, il y a une grosse partie d'intro où tu parles de sport, comment allier le sport à l'alimentation végétale, etc., etc. Et derrière, on propose des recettes qui soient en lien avec la thématique. Alors, comment t'es tombé dans l'alimentation végane ? C'est vrai. En fait, on n'a pas introduit ça. Alors, on va revenir un peu en arrière de nouveau. En gros, tu disais au début que je viens d'une famille de bouchers, et c'est même pire que ça, je viens d'une famille de chasseurs. Okay. J'ai vraiment grandi avec un fusil dans la main. J'ai chassé quand j'étais jeune. Et j'étais vraiment du côté, on va dire, depuis tout petit, où on tue les animaux un petit peu, entre guillemets, pour le plaisir. Et donc, vers l'adolescence, j'ai pris conscience que tout simplement, je voulais plus faire ça parce que je voulais plus, entre guillemets, faire de mal aux animaux. Et donc, j'ai arrêté de chasser vers mes 16 ans ou dans ces eaux-là, 16-18 ans. Et j'ai continué quand même à manger de la viande. Donc ça a continué. Et au bout d'un moment, je te la fais courte parce que l'histoire est très longue. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça n'avait plus trop de sens ce que je faisais, parce que je me disais, ok, d'un côté, je dis partout que je suis un amoureux des animaux, un amoureux de la nature. Je traite mon chien comme mon meilleur ami. Et à côté de ça, je mets un steak ou un filet de poulet dans mon assiette à chaque repas. Et pour moi, je remarquais que je commençais à devenir hypocrite vis-à-vis de moi-même, parce que je me suis dit, ok, je peux pas dire que je suis un amoureux des animaux tout en continuant à faire ça. Et après, il y a eu plein de petits déclics, notamment les vidéos de L214, peut-être que tu as déjà vu, qui sont... Ouais. Et que j'ai reçu ici, ouais. C'était un super épisode. Tu as reçu Brigitte ? Non, c'était l'un des cofondateurs. Ouais. Alors, j'ai plus son prénom en tête, ce qui est... Ça ne reflète pas ce que j'ai pensé de cet épisode, qui était génial. Je vous conseille de l'écouter. Trop bien. Ouais. Je vais l'écouter parce que je ne l'ai pas écouté. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, du coup, il y a eu ces vidéos de L214 qui finalement m'ont fait un vrai déclic. Parce que je me suis dit, ok, là c'est juste trop. Et en fait, du jour au lendemain, moi j'ai vraiment arrêté du jour au lendemain. C'est-à-dire, j'avais déjà cette conscience où je me disais, ok, je commençais à faire des recherches justement en master en Colombie. Je faisais des recherches sur le sujet de l'alimentation végétale, sur l'environnement, sur plein de choses comme ça. Et du jour au lendemain, je suis rentré, je me souviens, en vacances en France à Noël. Et j'ai dit à ma mère, écoute, parce qu'elle avait de gros problèmes de santé à l'époque, elle a des rhumatismes, des problèmes articulaires. Et elle était sous cortisone depuis 5 ans et ça allait vraiment pas, elle avait des béquilles et tout à l'époque. Et je lui ai dit, écoute, maman, j'ai lu plein de sujets de recherche sur l'alimentation végétale. Moi, je vais arrêter la viande parce que c'est plus aligné et j'ai vraiment envie d'essayer de ne plus en manger. Si tu veux, on fait 2 semaines ensemble. Et on a fait ces 2 semaines ensemble. Elle, ça lui a totalement changé la vie parce que depuis ce jour-là, elle a plus jamais repris de cortisone alors qu'elle en prenait avant, mais tout le temps. Et au bout de 2 semaines, je me souviens qu'elle m'a appelé en pleurant et c'était la première fois depuis 5 ans qu'elle arrivait à plier son genou en fait sans médoc et autres. Okay. Donc elle, ça lui a changé la vie. Attention, je dis pas que ça marche pour tout le monde. Il faut nuancer. Là, je parle vraiment du cas de ma mère parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, moi j'ai essayé l'alimentation végétale, ça marche pas forcément. Je me suis senti mal. Ce que je peux concevoir, ça marche pas forcément pour tout le monde. Tu fais bien de mettre des précautions. T'as raison. Voilà, c'est ça. Je suis pas là pour dire c'est la solution miracle, etc. Pas du tout. Juste, en fait, on a eu ce cas-là avec ma maman, ça s'est très bien passé. Et à côté de ça, moi, je faisais beaucoup de sport à l'époque, je faisais du crossfit, je courais beaucoup. Et je me suis rendu compte que ces 2 semaines, elles ont pas... Je me suis pas senti directement mieux, mais je me suis pas senti pire non plus. Je me suis senti exactement pareil, mais mieux dans ma tête, parce que j'étais beaucoup plus aligné avec mes valeurs. Et je me disais, ok, là, je suis en train de faire un truc bien, je me sens bien dans ma peau. Et en plus de ça, je ressens pas vraiment de manque, de problème au niveau physique. Et donc, je me suis dit, ok, je vais continuer, on verra bien où ça me mène. Et là, ça fait, je crois, plus de 5 ans et tout va bien. Je suis vivant. Et donc, la production d'e-books, c'est un peu ton premier pas vers la création de contenu. Et donc, raconte-nous un peu, ça a marché. En fait, du coup, on en revient à mes e-books.
j'écris mes e-books et là je me dis ok, j'étais rentré de Colombie, tu vois, faut se remettre dans le contexte. Je suis retourné chez mes parents, vivre chez mes parents. J'étais un peu perdu dans ma vie, tu vois, avec 2 bacs plus 5 en poche, mais perdu dans ma vie. Tu vois. Et je me suis dit ok, j'ai mes e-books, je m'y connais en e-commerce et tout. Là, il faut que je fasse faut que je commence à créer un compte Instagram où je fais quelques vidéos, où je parle de mes e-books et tout, et où je cuisine, pour que les gens voient un peu le mec qui se cache derrière ses e-books, à quoi je ressemble, et que je sais quand même cuisiner, tu vois. Parce que les gens, s'ils ne te connaissent pas, finalement, ils vont pas acheter. Et donc, j'ai commencé à créer un compte Instagram, un compte TikTok, pour vendre ces e-books. Donc, je commence sur TikTok, je fais une dizaine de vidéos. Sur Instagram, pareil. Ça prend pas forcément. TikTok, je sais qu'au bout de... c'était même pas l'objectif. Hein. Moi, c'était vraiment juste avoir une page un peu vitrine et derrière pouvoir envoyer les gens via d'autres canaux, que ce soit de l'advertising payant ou autre. C'était un peu ça l'idée au début. C'était vraiment pas du tout faire de la création de contenu. C'était juste d'avoir un compte Instagram où il y a quelques vidéos et qu'on voit à quoi je ressemble. Et sur TikTok, au bout de quelques semaines, j'ai commencé à avoir 1 ou 2 vidéos qui a pris et j'ai dû avoir 10 000 abonnés assez rapidement. Et là, je me dis, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc je continue. Instagram, ça a duré, je pense, 2-3 mois. J'avais vraiment 3-4 j'aime sous mes photos. Ça, pareil, on pourra en reparler après, mais j'en ai parlé à personne, à tous mes potes et tout. J'ai pas dit que je faisais ça. Parce qu'à l'époque, bien sûr, tu te fais juger, tu vois, tu rentres, tu dis, ouais, je vais faire des vidéos de cuisine. Enfin, voilà, tu vois un peu. C'est étonnant, ça. On a souvent peur d'être jugé par ses proches et beaucoup moins par des gens qu'on connaît pas, quoi, finalement. Parce que sur ce compte Instagram, on voyait quand même ma tête. Ta tête, ouais, exactement. C'est juste que... C'est un peu ça, c'est méchant, tu vois, mais l'être humain est comme ça. C'est-à-dire que quand tu réussis pas, il y a beaucoup de gens pour tirer dessus. Mais le jour où, aujourd'hui, tu vois, j'ai plein d'abonnés sur les réseaux et tout, tous mes potes, ils me disent, ouais, on est trop fiers de toi et tout. Mais je sais très bien, et je leur en veux même pas. Mais au départ, si je leur avais dit tout au début, ouais, je vais me lancer, je vais faire des vidéos de recettes, ces gens-là, ils m'auraient tiré vers le bas, ou la majorité, en tout cas, ouais, bien sûr. Et donc, c'est une genre de self-protection, tu vois. Je me suis dit, ok, je vais mettre dans ma bulle, je vais faire ça. Et en fait, au bout de 2-3 mois, j'ai commencé à faire des vues sur Instagram, ça a commencé à grimper, j'ai commencé à avoir 20 000, 30 000 abonnés. Et là, tu as tes premiers potes proches qui t'écrivent en mode, putain, je viens de découvrir ton compte et tout, t'as 30 000 abonnés sur Instagram, pourquoi t'as jamais dit et tout. Et du coup, j'ai dit, ouais, je voulais jamais en parler. Et ça a augmenté comme ça, quoi. C'est intéressant ça. Donc TikTok, au bout de 2-3 semaines, tu sens que ça avait pris. Instagram, c'est beaucoup plus long. Bon, c'était aussi c'est lié au fonctionnement de l'algo de TikTok, surtout de l'époque. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Mais ces vidéos qui ont cartonné sur TikTok, tu peux nous en dire plus à quoi elles ressemblaient? Est-ce que avant de les mettre en ligne, tu avais regardé un peu ce qui marchait déjà sur TikTok, ou juste tu t'es dit tiens, non, juste par intuition, je sens que ça déjà, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Nul. C'était mes premières vidéos, tu vois, donc je tournais... C'était quoi, c'est une vidéo de recette? Ouais, c'était des vidéos de recettes, donc bien sûr, tu pars de zéro, donc tu sais même pas comment tourner une vidéo, donc je commençais à regarder un peu ce qui se faisait sur TikTok, mais à l'époque, c'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui, hein, même les réseaux sociaux. Donc je regardais un peu ce qui se faisait, je me disais, ah ouais, lui, il a fait un truc sympa, je vais essayer de faire un truc similaire, tu vois, tu t'inspires beaucoup de ce que les autres font, parce qu'au final, tu mets un pied vraiment dans l'inconnu, donc tu pars. Hyper intéressant. Est-ce que tu as peut-être prévu des produits sucrés, des choses comme ça, non? Ouais, c'est prévu, pas pour tout de suite, mais j'ai quelques idées dans ma tête, tu vois. L'idée, c'est vraiment de garder toujours cet esprit avec la marque de produits secs à réhydrater, parce que ça a plein de bienfaits. Déjà, on n'a pas à transporter en colis réfrigéré. Ça facilite le commerce en ligne, parce que livrer du Chronofresh, c'est quasiment impossible, ça coûte trop cher. Et ça facilite aussi, finalement on transporte 2 fois moins de poids, tu vois, pour les mêmes ingrédients, parce que tout le monde part du principe que tous nos clients ont un robinet chez eux, peuvent ouvrir l'eau et puis réhydrater les produits. Et donc si on développe des produits, l'idée ça va être ça, même si on part dans le sucré, d'avoir toujours des choses à réhydrater, peut-être des prémix qui sont tout prêts pour des gâteaux ou autre. T'as une date de péremption qui est très éloignée là. Ouais, là sur cette première prod on avait 1 an. Et là, pareil, on fait des tests organoleptiques avec le labo et tout. Organoleptique, je précise, je savais pas non plus au début quand je me suis lancé. Mais en gros, tous les mois, par exemple, on va ouvrir un sachet et on va tester le goût, la texture et tout, et voir si ça convient encore. Et du coup, on peut rallonger la date de péremption, tu vois. Mais ça, tu peux pas, juste au moment où tu produis, dire on va mettre... voilà, tu peux pas la décréter. Donc au début c'était 1 an et puis au fur et à mesure là maintenant sur la nouvelle prod on a 14 mois je crois et on pourra aller plus loin encore. Je pense qu'on a aussi beaucoup parlé de ta production
vidéos. Vraiment, je vous conseille de vous abonner à Thomas sur les réseaux. Moi, il y a plein de recettes qui m'ont donné hyper envie. J'en ai enregistré quelques-unes. Avec ou sans tes produits, d'ailleurs. Hein. C'est pas juste une passerelle de vente. Ça, hein. Voilà, je tiens à le rappeler quand même. Et c'est des recettes super gourmandes qui font vraiment envie. Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et d'ailleurs, ce que je veux préciser, c'est que je fais pas que du marketing pour mes produits, je fais encore plein de recettes comme avant qui n'ont aucune sponsorisation et qui parlent pas du tout de mes produits et qui sont juste des recettes. D'ailleurs, je vais sortir une grosse série de recettes très bientôt. Et après, vraiment, n'hésitez pas même à venir m'écrire. J'ai beaucoup de messages, mais j'essaie de répondre, même si vous avez des questions au niveau de l'entrepreneuriat ou comment lancer une marque ou un business. Je sais que moi, j'étais vraiment perdu au début parce que tu es là et tu sais vraiment pas dans quelle direction aller, tu sais pas comment il faut faire. Mais si j'ai un conseil, des fois, c'est juste de foncer parce que de toute manière, on aura plein de galères en cours de route et faut pas essayer de trop calculer. C'est bien beau de faire des business plans et tout, mais des fois, il faut juste oser se lancer. Et puis voilà, quoi. Trop bien. Si on veut te contacter, c'est en DM, Ouais, Insta. en DM. Et puis pour les marques, après, c'est plus par email, mais voilà. Ça marche. Et ouais, en DM sur Instagram. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi. À très bientôt. Ciao, C'est trop gentil de m'avoir reçu.